Salut les chimistes, alors je vous retrouve pour le deuxième petit épisode sur les propriétés thermomécaniques des polymères. Le premier était très blabla. Là on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Oubliez pas une chose quand même, dans l'optique de la préparation des questions de cours pour les concours, que vous soyez dans les concours de classe préparatoire ou dans les concours de l'enseignement, CAPES, Agrég et compagnie, vous devez avoir un minimum de culture G en termes d'exemples à donner. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est pour chaque catégorie de polymères, toujours vous donner un exemple. Après, vous en connaissez 2, 3 plus, c'est très bien, mais c'est toujours d'avoir un exemple à donner. C'est important de ne pas rester trop théorique et perché quand vous présentez une question de cours. Voilà. Encore une fois, Ilias, je te dédicace l'ensemble de ces 4 vidéos. Et puis, on va s'y mettre tout de suite. Donc là, on parle d'état physique des polymères. Donc, on va voir, pour un solide classique, en fait, on est habitué à dire, voilà, état solide, état liquide. Sauf qu'on va voir que pour les polymères, en fonction du caractère cristallin, semi-cristallin ou amorphe, on peut avoir un nouvel état qui apparaît, qui s'appelle l'état, enfin, qui est un état solide souple. Donc, c'est ce qu'on appelle l'état vitreux. Voilà. Et on va s'y mettre tout de suite. Donc on va commencer par le cas que vous connaissez bien, puisque normalement vous avez déjà fait de la cristallochimie. Donc c'est le polymère cristallin, donc qui se comporte comme un solide que vous avez l'habitude de voir avec un état solide et un état liquide. Donc au niveau structure, il faut voir un polymère cristallin comme un polymère très bien organisé. Vous avez vu que les solides cristallins, par exemple, peuvent suivre une structure type CFC, cubique face centrée ou hexagonale compacte. Il faut imaginer que le polymère est suffisamment bien rangé pour avoir une organisation aussi qui va être périodique, etc. Donc on peut l'imaginer comme par exemple des chaînes de polymères très bien alignées les unes avec les autres. Ça, vous vous doutez que pour des chaînes qui peuvent tourner dans tous les sens, ça va être difficile. Donc peu de polymères sont vraiment cristallins. Je vous donne un exemple qui est à mon avis l'exemple à retenir pour le polymère cristallin qui est facile, c'est le Kevlar. Donc le Kevlar, on y va, déjà je vais vous le dessiner. Donc on y va, comme exemple on a dit le Kevlar. Donc le Kevlar, c'est un polyamide. Voilà, il va se présenter comme ceci. Donc le Kevlar, je ne sais pas si vous savez, hein, c'est utilisé dans les gilets pare-balles, les combinaisons de Formule 1. Enfin bon, c'est un matériau qui est quand même assez résistant, qui est même très très résistant. Ça se matérialise d'ailleurs par un module de Young qui est quand même relativement élevé, hein, de l'ordre de la centaine de gigapascales, et une résistance à la rupture qui est de l'ordre de 3000 mégapascales. Mais voilà, je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas le sujet ici. Ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait, un polymère cristallin, du coup, il est très bien rangé, comme je vous l'ai dit, et en fait, il possède uniquement une température de fusion, donc comme un solide classique. Donc en fait, pour faire simple, si je regarde, pardon, je galère un peu avec mon truc, voilà, j'ai la température qui évolue comme ceci, je vais avoir la température de fusion du polymère cristallin qui est là, et puis on va avoir quelque chose de très classique avec un état solide rigide en dessous de la température de fusion, et quand on passe la température de fusion, on a un état liquide. Donc j'ai envie de vous dire, rien de neuf sous le soleil par rapport à ce que vous connaissez. Alors je mets un léger bémol sur cette histoire de fusion, parce que selon les polymères, il y en a qui peuvent aussi se décomposer à haute température avant d'atteindre la fusion, et d'ailleurs il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est le cas du Kevlar. On va dire que ça, bon, c'est le truc un peu scolaire, voilà, sur les états physiques, mais parfois le polymère ne résistera pas à des hautes températures, et puis on n'observera pas la fusion. Je voudrais quand même qu'on parle d'une chose. Pourquoi le Kevlar est cristallin au niveau de la structure? Je vous ai déjà un peu répondu tout à l'heure. Je vous ai dit, voilà, il faut que les chaînes soient très bien alignées. Si vous regardez le Kevlar, vous avez un système qui est complètement conjugué. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de libre rotation autour des liaisons. D'accord? Et en plus, vous avez des fortes cohésions entre les chaînes, puisqu'il y a des interactions intermoléculaires, et notamment ici, vous le voyez, des groupements amides qui sont protiques. Alors, je n'ai pas tout dessiné parce que je vous ai dit, je fais quelque chose d'assez rapide aujourd'hui, mais vous pouvez vous en rendre compte assez facilement. Mais en fait, l'hydrogène de l'azote peut faire des liaisons hydrogènes avec l'oxygène du carbonyle d'une autre chaîne. Donc, autrement dit, il y a 2 critères. 1, la chaîne, elle est rigide parce qu'il n'y a pas de libre rotation. Et 2, les chaînes sont connectées les unes avec les autres par des liaisons quand même relativement fortes, puisqu'il y a de nombreuses liaisons hydrogènes, en plus des liaisons de Van der Waals. Et c'est ça qui fait que vous avez un polymère très bien rangé. Donc en fait, le polymère cristallin, vous l'imaginez comme un paquet de spaghettis, okay, mais de spaghettis pas cuites. Donc c'est vraiment le plat de spaghettis, tout bien alignés les unes avec les autres. Allez, parlons maintenant du polymère amorphe. Donc le polymère amorphe, c'est l'inverse, il faut imaginer que c'est le bazar, c'est plus les spaghettis cuites, elles sont enroulées les unes dans les autres. C'est un peu le bordel, on ne peut pas trouver de régularité. Okay,
Donc le polymère amorphe, ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas avoir de température de fusion pour ces polymères-là. C'est-à-dire qu'on n'atteindra jamais l'état liquide, mais on atteindra une température de ramollissement, c'est-à-dire un moment où ça devient tout mou. Et c'est ce qu'on va appeler la température de transition vitreuse. Donc cette température de transition vitreuse, en général, on la note TG, G pour glace, pour le verre, donc c'est en anglais. Et donc on va avoir un état solide rigide avant cette température de transition vitreuse, et on va avoir un état solide, mais plutôt mou. On parle aussi d'état caoutchoutique, d'une certaine manière, donc un état mou, caoutchoutique, bref, on a un solide déformable, au-delà de cette température de transition vitreuse. Donc typiquement, vous voulez un exemple de polymère amorphe, je vous en ai mis un, la résine glycérophthalique, mais les élastomères sont des polymères amorphes. En fait, tout ce qui est élastomère et thermodure, vous avez des polymères relativement amorphes. Et donc maintenant, on va parler de la dernière catégorie, à savoir les semi-cristallins. Donc les semi-cristallins, en fait, ils vont présenter des zones amorphes et des zones cristallines. Il ne faut pas imaginer qu'ils sont semi-cristallins partout, ça n'a pas de sens. C'est vraiment, il faut imaginer que dans le polymère, vous allez avoir des zones bien organisées, qui sont les zones cristallines. Donc elles peuvent fondre, passer à l'état liquide quelque part, en quelque sorte. Et vous avez des zones, du coup, complètement désorganisées, qui sont des zones amorphes. Et ce qui fait que quand vous chauffez votre polymère, vous allez avoir deux transitions de phase. Une première transition qui va être la transition vitreuse, où du coup, il y a des parties qui vont devenir plus mobiles dans le polymère, et donc ça va devenir mou. Et une deuxième partie où le polymère pourra passer dans un état liquide. Donc si on remet ça sur un axe, ça veut dire qu'on a d'abord une température de transition vitreuse, où on va passer d'un état solide, rigide, à un état solide, souple ou mou. État solide souple, on va noter. Hop. Et ensuite, on va avoir une fusion donc, qui correspond à certaines zones cristallines. Alors, en réalité, j'ai dit état liquide, mais en fait, selon la masse molaire du polymère, donc selon la taille des chaînes, on peut passer dans un état liquide ou caoutchoutique. C'est-à-dire que si si les chaînes sont vraiment trop grandes, on n'arrivera pas vraiment à passer dans un état liquide. Donc on aura quelque chose qui va rester un petit peu caoutchoutique, mais on aura une deuxième transition, et ça va se voir sur les propriétés mécaniques. J'en reparle tout à l'heure. Je dois quand même finir par quelques exemples. Donc, parce que je vous ai dit, il faut connaître des exemples, donc c'est pas mal que je vous les donne. Alors, je n'ai pas parlé de synthèse des polymères, du Kevlar, du PET, du polystyrène. Si jamais ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires. S'il y a beaucoup de demandes, je ferai une vidéo évidemment sur la synthèse des polymères. Ok. Donc PET, c'est pour le polyéthylène terephthalate. Donc en gros, ça c'est un polyester. Donc il y a plusieurs fonctions ester et ça va se présenter de cette manière-là. Hop, et après on va reprendre de l'autre côté parce que ça va boucler. Voilà, donc vous avez un polymère comme ceci. Et donc par exemple pour le polyéthylène terephthalate, attendez, je ne l'ai pas loin, on va avoir une température de transition vitreuse qui est à 73 degrés Celsius. Alors après ça peut dépendre aussi de la taille des chaînes, mais pour des polymères de chaîne suffisamment grandes, et pour celui qui est tabulé, et on a une fusion vers 255 degrés Celsius. Donc on va bien avoir deux comportements, deux transitions de phase successives. Voilà les chimistes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En fait, ce cours sur les polymères, il est très délicat, je trouve, parce que c'est difficile de dire pile ce qu'il faut, parce qu'on peut facilement en dire trop peu et facilement en dire trop. C'est un cours qui est un peu culture G, en même temps, il y a beaucoup de notions. Donc là, j'essaie de vous faire quelque chose, on va dire, d'assez synthétique. Vous voyez sur ce tableau à la fin. Ce qu'il faut, c'est que vous arriviez à garder les idées claires. Donc c'est pour ça que j'essaye de ne pas vous noyer dans les détails. En même temps, on est obligé de donner un peu des exemples. Voilà. Tiens, je n'ai pas dessiné le polystyrène et le nylon, mais bon, vous les trouvez dans le document de cours. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, en tout cas dans les commentaires, ou même juste me donner votre avis pour que moi je le sache un peu. Parce que c'est un cours qui est toujours délicat. Et c'est aussi pour ça que je le donne en classe inversée, parce que clairement, si on passe 4 heures à gratter en cours pour faire ce cours-là, ça n'a pas d'intérêt, on ne fait pas ressortir l'essentiel. Donc ça, après, c'est l'objectif de faire ça avec votre professeur.
Mais bon, j'essaye de, voilà, de vous donner, on va dire, le minimum d'informations vitales. Et puis après, c'est à vous d'aller un petit peu agrémenter en allant plus loin. Sur ce, eh bien, je vous souhaite de bonnes révisions. Je vous retrouve dans la vidéo juste après, où là, on va parler du coup du module de Young. Et puis, on va voir, grâce à ces différents états, comment évolue le module de Young avec la température. Donc, en fait, on va parler de déformation. Ok? Allez, à tout de suite. Salut les chimistes!